On ne va pas se mentir, 57e numéro, le débat d'e-télé avec le sourire et sans langue de bois. Avant de vous présenter nos débatteurs du soir, voici le sommaire. Un parti populiste, poujadiste, mais surtout un parti inhumain qui manque de fraternité. La charge du jour est signée Henri Guénaud, qui signe une grande tribune dans Le Monde sur le Front National. On en parle. Attaqué de toutes parts et surtout dans son propre camp, Jean-Marc Ayrault a passé un sale week-end après la polémique sur le rapport intégration publié sur le site de Matignon. Le Premier ministre est-il plus que jamais sur la sellette ? Pour le coup de pouce au SMIC, on repassera. Le salaire minimum augmentera de 1,1% au 1er janvier, c'est-à-dire le minimum légal et pas plus. Une décision pas très à gauche. Les syndicats sont furieux. Enfin, le Qatar prend une place inquiétante dans notre économie. C'est Roger Kuckerman, le président du CRIF, qui lance l'attaque contre l'Émirat. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? On en parlera et vous répondrez. Florian Philippot ce soir, vice-président du Front National. Bonsoir à vous, merci d'être là. Arnaud Dacier, vice-président du Parti libéral-démocrate. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à l'autre Arnaud de la table, Arnaud Champremier-Trigano, directeur de Mediascope. Bonsoir. Karim Zerebi, député européen, Europe Écologie Les Verts. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #ONVPSM. D'où vient ce malaise indicible que j'éprouve comme tant d'autres face à ce parti et qui m'empêchera toujours de pactiser avec lui. Il vient du sentiment dont je ne peux pas me défaire qu'il y a dans la conception du pouvoir du FN quelque chose de monstrueusement inhumain et que le problème posé par le FM est dans ce que j'appellerais au risque assumé de la polémique, son ADN. Il prend le risque de la polémique, Henri Guénaud. Eh bien, on va en parler. Florian Philippot, ça tombe bien, vous êtes là ce soir. En gros, il dit que le Front National est un parti populiste et poujadiste. Mais s'il faut combattre votre parti, le Front National, il ne s'agit pas de le traiter de raciste ou de fasciste. Il ne s'agit pas de dire que Marine Le Pen est Mussolini ou Hitler. Non, Marine Le Pen n'est pas Hitler, dit Henri Guénaud. En revanche, il pointe votre manque d'humanité et de fraternité. S'il faut attaquer le FN, c'est de dire que le FN est inhumain. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est le nouvel argument qu'ils ont trouvé ? C'est en tout cas l'argument qu'il défend sur une page entière dans Le Monde, qu'on voit là, la tribune à lire. Ça va nous faire alors entre 30 et 35% aux européennes, ça. Pourquoi vous dites ça ? Exclure 6,5 millions d'électeurs de l'humanité, je crois que c'est un argument absolument lamentable et ça prouve qu'ils n'ont plus aucun argument de fond. Monsieur Guénaud fait une tribune, non pas sur un sujet de fond, il fait une tribune sur le Front National. Ça prouve qu'on est bien le centre de gravité et ça prouve que ces gens-là n'ont strictement plus rien à dire. Mais je pense que c'est d'abord une tribune de mauvais perdants parce que Henri Guénaud, il a fait il y a 2 semaines un débat avec Marine Le Pen pendant une bonne demi-heure sur une autre chaîne. Il s'est fait battre, tous les observateurs l'ont dit, assez minablement. Marine Le Pen lui a démontré son incohérence totale, notamment sur la question du gaullisme, parce que je vois la Croix de Lorraine. Elle lui a démontré que le problème d'Henri Guénaud, c'était Henri Guénaud. Parce qu'Henri Guénaud, il a trahi systématiquement l'ensemble de ses convictions en soutenant Nicolas Sarkozy. Alors il parle d'inhumanité aujourd'hui. Mais qui a mis des millions de Français au chômage quand il était au pouvoir, si ce n'est Nicolas Sarkozy avec son conseiller spécial, Henri Guénaud ? Qui a déremboursé des médicaments, notamment pour nos malades, pour nos personnes âgées? Ça, c'est pas inhumain. Qui a appliqué l'austérité, a fait ressurgir des maladies qui avaient disparu parce qu'il fallait sauver l'euro à tout prix? Ça, c'est pas une politique inhumaine. Qui a mis des gens dans la rue, qui ne voient pas les soupes populaires et les SDF? Je crois que ce sont ces gens-là qui sont dans leur tour d'ivoire. Et M. Guénaud ferait bien de s'interroger sur sa responsabilité dans sa politique. Quant à Henri Guénaud, il a un problème personnel parce qu'il a trahi ses convictions. Il essaie de se raccrocher aux branches en essayant de se justifier, en essayant de croire qu'il est encore gaulliste. Mais quand on a trahi aussi consciencieusement la souveraineté nationale, l'indépendance française, la politique étrangère en la soumettant à Washington, on n'a plus rien de gaulliste. Et ça, Henri Guénaud est en train de le comprendre et c'est terrible pour lui parce que c'est un étrange renoncement. Bon, sur la question de l'inhumanité, ça n'a pas de sens. On est sur un terrain politique, donc on a des termes politiques. Le Front National est un parti d'extrême droite qui, en 72, s'est constitué par la coalition de petits groupuscules d'extrême droite comme Ordre Nouveau. Son fondateur, Jean-Marie Le Pen, était chef de campagne de Tix-Sévignan-Tour, qui est une grande figure de l'extrême droite, et le secrétaire général du Front National à sa création est Victor Barthélémy, qui a été le secrétaire général du Parti collaborationniste, le Parti populaire français. Donc on sait très bien est-ce que le Front National d'aujourd'hui est toujours le même dans celui dont vous parlez? Exception faite de M. Philippot. Voilà, Guénaud dit que ce n'est pas l'extrême droite. Tout à fait. C'est un parti et c'est le vrai problème. Voilà, et c'est le vrai problème, c'est que M. Guénaud explique que ce n'est pas un parti d'extrême droite. Donc il sort du champ du décryptage politique pour lancer une question d'inhumanité. La question de l'humanité ne se pose pas, bien évidemment.
Donc, moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est qu'il dit que c'est plus un parti d'extrême droite. Or, c'est un parti d'extrême droite. Et exception faite de la vitrine légale qui passe de plateau en plateau, qui est M. Philippot, mais c'est pas le Philippot national, c'est le Front National dont on parle. Et pendant que M. Philippot arbore la Croix de Lorraine, M. Alliot défile et fait applaudir le chef de file de l'OAS dans le Sud-Est qui a essayé d'assassiner Général de Gaulle. Donc, on voit bien que M. Philippot, qui est très minoritaire dans ce parti, même s'il en est le gendre idéal ou le vice-président idéal, puisqu'il passe son temps sur les plateaux télé, ne représente pas ce parti qui a une histoire, qui a une réalité. D'ailleurs, toutes les semaines, il est obligé d'exclure tel ou tel qui fait un salut nazi ici, qui compare une ministre à un singe là-bas. Absolument n'importe quoi. Si vous voulez qu'on reparle de l'histoire de votre courant politique, c'est à peu près 80. Non, mais là, en l'occurrence, moi, je ne suis pas un dirigeant politique. Ça ne sera pas à votre avantage. Mais vous avez raison d'éviter le... Aujourd'hui, les 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen, ils n'ont pas envie d'être traités par un Henri Guénaud. Mais vous êtes d'accord sur votre héritage d'extrême droite, Monsieur Philippot? Monsieur Philippot, vous êtes d'accord sur votre héritage d'extrême droite? Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que vous êtes arrivé il y a 2 ans dans ce parti. Vous savez, Georges Bidault, mais vous pensez que 72 intéresse les Français, vous vous trompez. Ce qui intéresse les Français, c'est 2013, 2014 et 2017. Mais c'est un parti d'extrême droite. Mais c'est pas grave, vous savez, même en 72, il y avait Georges Bidault parmi les fondateurs et c'était l'héritier de Jean Moulin, vous voyez, de la Résistance. Donc l'histoire est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez. Mais il ne faut pas insulter des électeurs, il faut essayer de débattre. Vous êtes un parti d'extrême droite, c'est pas une insulte. Assumez-le, c'est votre histoire. Vous êtes un prime arrivant au Front National. Alors vous découvrez votre famille, mais vous siégez à côté de M. Gollnisch qui continue à faire des alliances avec l'extrême droite européenne. S'il vous plaît, sur l'angle d'attaque. Pour un repli nationaliste, l'islam et l'étranger et l'ennemi de toujours, c'est l'extrême droite. Je voudrais entendre les autres débatteurs sur l'angle d'attaque choisi par Henri Guénaud dans Le Monde aujourd'hui. Non, moi, le problème d'inhumanité du FN, supposé. Ce que je trouve pas très intéressant dans la tribune d'Henri Guénaud, je pense que c'est plus une tribune d'intellectuels qui philosophent que une tribune d'un homme politique qui veut vraiment poser le débat avec le Front National. Moi, comment je pose le débat avec le Front National? Moi, je considère que le Front National a une conception de la République qui est à l'opposé des fondements de la République et des valeurs de la République. Et c'est sur ce terrain-là que j'ai envie de débattre avec le Front National. Parce que la conception du Front National, de la nation pour le Front National, est une conception étriquée, fermée, consanguine. Et ce n'est pas la République. Donc ce n'est pas un parti républicain, le Front National? Pour moi, c'est un parti qui est sur l'échiquier républicain, mais qui ne défend pas la République, bien au contraire, et qui défend un autre modèle qui ne dit pas son nom. Et c'est en l'occurrence sur ce terrain que j'ai envie de débattre. Quand le Front National définit sans cesse les citoyens de France par leurs origines. C'est pas républicain. C'est tout le contraire. Les citoyens de France ne doivent pas être définis par leurs origines par la République. Le Front National prétend vouloir combattre le Front National, la délinquance. C'est pas vrai. Vous combattez des Français d'origine étrangère en vous cachant derrière un combat contre la délinquance. Pareil pour la laïcité. C'est pas la laïcité que vous protégez, c'est l'islam que vous voulez combattre, et même un islam qui est compatible avec la République. C'est ça la réalité. Quand on a la tête farcie de fantasmes, on les répète ad nauseam, mais ça ne fait pas avancer le débat. Alors moi, je vais vous dire, qui est républicain aujourd'hui? Ceux qui transfèrent la liberté du peuple français à des autorités non élues, vous croyez que c'est très républicain? Mais moi, je veux faire partager ma conception de la République à l'Europe, contrairement à vous. L'Union européenne est le contraire de la République. Est-ce que c'est républicain de faire le communautarisme, de ce qu'on voit dans ce rapport d'intégration? On ne fait pas le communautarisme depuis des années, on organise la fraternité, ça c'est républicain. La fraternité, c'est républicain. C'est dans la matrice républicaine. Je sais que vous êtes trois contre le Front National, comme d'habitude, mais laissez-moi parler. Quand on ne cesse de subventionner les associations communautaristes, c'est votre vie sur des plateaux télé. Quand on cesse de subventionner les associations communautaristes, quand on parle des Français, c'est pas nous qui parlons des Français d'origine, c'est vous, c'est tous les autres. Ah bon? Ceux qui ne cessent Alors de le rapport dire, sur l'intégration, ceux qui ne cessent de dire qu'on n'en parle plus, oui, les Français d'origine. Ceux qui ne cessent de dire les blacks, les blancs, les beurs, les papetous, etc. C'est pas nous qui disons ça. On va parler du rapport d'intégration. Non, mais si je ne peux pas parler alors qu'on parle du Front National, ça sert à rien. Non, parce qu'il y a deux voix, deux speakerines qui parlent, ça sert à rien. Il est seul à parler. Il y a deux speakerines qui parlent. Oui, vous essayez de parler en même temps. Vous savez, c'est très visible. C'est lui qui ose parler de speakerine. Allez, speakerine. Allez pas plus loin. C'est moi la speakerine ce soir, si vous permettez. Arnaud Dacier, je donne la speakerine de la parole à Arnaud Dacier. La République, c'est intéressant parce que là, vous êtes dans l'incantation, mais moi, je vous démontre que votre politique n'est pas républicaine. Parce que quand on organise le contraire de la République, le contraire de la démocratie, en transférant le pouvoir à des gens non élus, on n'est pas républicain. On peut dire qu'on est républicain parce que c'est le faux, parce que c'est vrai. Et vous dites que vous êtes républicain, mais vous démontrez l'inverse dans votre politique. Prenez la parole, ça va. Vous savez ce que c'est que la dernière affiche du Front National? Vous devriez la voir. Allez-y, l'affiche du Front National. Unis, les Français sont invincibles. Bien sûr. Unis, les Français sont invincibles. Et vous devriez méditer cette leçon parce que vous ne voyez que des communautés. Moi, je vois des Français. Oui, faites-nous des leçons sur la France. Arnaud Dacier. Je vous ferai des belles leçons sur la France. Je crois que vous la connaissez mal.
Non, moi, j'ai trouvé que la tribune de Guénaud, il y avait effectivement quelques observations intéressantes, notamment quand il analyse le vote Front National par la colère, le ressentiment, etc. Le problème, c'est qu'ensuite, les conclusions, j'ai trouvé que c'était un petit peu court, parce que finalement, moi, j'ai observé la campagne de Sarkozy en 2012, qui l'a largement inspiré, M. Guénaud. Bon, moi, j'ai trouvé à l'époque que c'était une version adoucie du programme du Front National. Absolument. Donc finalement, on voit bien pourquoi Guénaud est mal à l'aise aujourd'hui. C'est un petit peu une problématique de frère ennemi, finalement. Il voit que les petites rivières qu'il alimente avec ses idées interventionnistes, étatistes, socialistes, nationalistes sont en train d'alimenter un fleuve, le fleuve du Front National. Et puis quelque part, ça lui fait peur. Et donc là, il nous fait une tribune où, à court d'arguments, parce que sur le fond, évidemment, il a du mal, puisque en gros, ses idées sont celles de l'UFN en version un peu plus soft, il nous fait la monstrueuse inhumanité, ce qui effectivement n'a aucun sens et n'a aucun intérêt. Le problème, le fond, il est que les Français sont en colère, effectivement, ils sont pleins de ressentiment, effectivement, parce que ça fait 30 ou 40 ans que la droite comme la gauche sont tranquillement en train d'amener le pays vers l'abîme et vers la faillite. Et le problème, il est là, et c'est que les gens veulent des réponses, veulent des politiques efficaces. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il dit aussi, Guénaud. Excusez-moi, c'est ce qu'il dit, Guénaud. On ne peut pas lui contester, on ne peut pas contester au Front National le droit de tenter de récupérer ce que la gauche et la droite ont laissé depuis trop longtemps à l'abandon. Oui, mais le problème, c'est que les propositions de M. Guénaud sont à peu près les mêmes que propose le Front National, et que celles aussi en version soft qui ont été mises en œuvre depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de social, toujours plus d'impôts, toujours plus de bureaucratie, toujours plus de réglementation, et un pays qui a de moins en moins de croissance, de plus en plus de chômeurs et de plus en plus de misère. Et là-dessus, M. Guénaud, il est court. Et la campagne de 2012 de M. Sarkozy, qui l'a inspiré, m'a laissé sur ma faim, parce qu'on n'a eu aucune proposition sérieuse sur manifestement, il n'y a personne autour de cette table pour défendre la tribune de Guénaud, en tout cas. Mais on ne peut pas mais il y a une chose intéressante. Parce qu'effectivement, ce qui vient d'être dit est très juste. Je veux dire, le Front National a un projet de société qui veut diviser les Français. Une nouvelle fois, hein. Diviser les Français. Voilà, les monter les uns contre les autres. Chercher les boucs émissaires, ceux qui ne sont pas assez français, ceux qui sont plus que les autres, ceux qui sont des bons catholiques, ceux qui sont des mauvais musulmans. Et voilà, ils décident effectivement d'attribuer des diplômes de francité, donc au gré de leurs idées, qui sont les idées de haine et de rejet de l'autre. Guénaud, là où il a tort, oui, il y a une responsabilité des partis dits républicains. Mais comme cela vient d'être dit, il a inspiré Nicolas Sarkozy quand même dans cette posture qui tendait non pas à réconcilier les Français sur un projet commun des valeurs communes de la République, liberté, égalité, mais il est allé sur le terrain de la division, comme le fait le Front National. Et simplement un petit point, je vous trouve très culotté quand il nous dit chaque fois, Philippot, mais les 6,5 millions de Français que vous insultez, vous n'êtes pas propriétaire des 6 millions de Français qui ont voté à un moment donné pour vous. Non, mais vous dites, on insulte 6 millions de Français quand on parle du Front National. Mais vous n'êtes pas propriétaire des électeurs. Ils peuvent être, à un moment donné, désespérés, voter pour vous, protester, voter pour vous, mais ne pas acquiescer à toutes vos thèses. Vous pouvez vous l'imaginer, ça? Je vais vous dire une chose, monsieur vos électeurs. Je vais vous dire une chose, monsieur Zeribi. Vous pouvez l'imaginer. Alors, soit vous insultez directement les gens parce que vous considérez qu'ils votent donc pour un parti inhumain ou fasciste, ce que vous voulez, soit vous les considérez comme idiots, car manipulés par un parti, etc. Blablabla. Je dis que momentanément, quand on vote pour vous, soit vous les insultez. Mais je vois une chose intéressante. Je vois une chose, donc assumez, monsieur Zeribi. Mais je vois une chose intéressante, c'est qu'on les obsède, on leur fait peur, parce que là, j'ai vu une belle unanimité, une nouvelle fois, une belle brochette, UMPS, avant UDI, c'est plus UDI, maintenant c'est autre chose. Heureusement, dans ce pays, face à l'extrême droite, il y a encore une unanimité. Ça ne cesse de changer. Il y a encore une unanimité en France. Non, il y a une unanimité parce que vous craignez pour vos postes, vous craignez pour vos places. Vous êtes au pouvoir ensemble depuis 40 ans. Vous êtes au pouvoir depuis 40 ans. En tout cas, on notera que Guénaud revient sur l'appellation d'extrême droite pour le Front National. C'est ridicule. Et ça, c'est dans cette politique des petits pas, on déconstruit l'image d'un Front National d'extrême droite, et finalement, ça rendra possible, à court ou moyen terme, une alliance entre la droite et l'extrême droite. Dans un instant, pour l'instant, l'alliance, ça se fait avec vous. Dans chaque partiel, l'UMP est allié au Front de gauche et au PS. Excusez-moi. Ça, c'est la vérité. Guénaud, il n'a pas été chevènementiste à une époque? Non. Guénaud, non. Alors, pourquoi vous dites ça? Vous parlez de Chevènement parce que Jean-Pierre Chevènement, à qui un journaliste posait la question ce week-end, je vous regarde encore Florian Philippot, en parlant de vous. On est au centre de tout. Non, et il a dit, je vous interdis de parler d'anciens chevènementistes. Il ne vous reconnaît pas de dire ancien chevènementiste. Vous répondez à quelque chose à ça? Jean-Pierre Chevènement, je crois qu'il exprime son mépris de
Des militants. Et tout le monde méprise. Chaque fois qu'on dit quelque chose contre c'est-à-dire que les gens qui ont soutenu Jean-Pierre Chevènement, les gens qui ont soutenu Jean-Pierre Chevènement, mais qui n'étaient peut-être pas d'anciens conseillers d'État ou d'anciens ambassadeurs, n'ont pas le droit de se dire chevènementiste. S'il n'avait pas été chevènementiste, aujourd'hui, il ne serait pas vice-président. Il doit son poste au Front National. Je vais vous dire une petite chose, monsieur Zeribi. Vous parlez de mépris. Monsieur Zeribi, je vais vous dire une petite chose. Parfois, quand vous taisez, vous êtes plus intelligent. Oui, mais le problème, c'est qu'avec vous, c'est difficile de se taire. Parce que vous dites tellement de bêtises qu'on se dit franchement. Caroline Delage, qu'est-ce qu'on peut dire de plus bête que Philippot? Le silence pas grand-chose. Pas grand-chose. Justement, le silence est d'or, vous vous taisez. On va parler du fond. Je vous ai sélectionné 3 points de ce rapport sur lequel j'aimerais vous entendre sans que vous vous empoigniez, juste les uns après les autres, pour savoir vraiment votre point de vue sur ce rapport sur le fond. Mais d'abord sur la forme, est-ce que c'est un bug ce qui s'est passé? Arnaud Dacier. Est-ce que c'est un bug, un couac? Oui. Une erreur, une connerie? Probablement, parce que je ne peux pas imaginer qu'on ait pu publier un rapport pareil sans que ce soit un bug. Enfin, franchement, il y a une erreur de communication quelque part. Je n'ose pas croire que des gens sérieux à Matignon aient lu ce rapport et ensuite décidé quelque part de l'endorser publiquement, de l'officialiser en le publiant sur un site internet. Donc je pense qu'il y a eu peut-être une erreur de manipulation dans cette grande bureaucratie de Matignon, c'est possible. Mais quelle méthode politique hallucinante! C'est-à-dire qu'il n'y a plus une décision qui est prise. On a une bande de technocrates qui se sentent tellement déconnectés, tous des énarques, qui sont tellement déconnectés qu'ils consultent, ils font des commissions, puis des commissions, ils pondent des rapports. Ils ne sont pas capables de trancher, d'avoir une vision politique. C'est quand même ça qu'on attend d'un gouvernement. C'est pas de consulter des spécialistes. Et en plus, ils nous mettent des spécialistes qui font des rapports, au lieu de les garder secrets, de les lire et de les corriger quand ça ne convient pas et que c'est en dehors de leur conviction politique, ils les publient. Et celui-là a carrément été mis en ligne, mais les autres ont fuité ou ils les ont lus. On est quand même dans une pratique politique qui est totalement aberrante. C'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Vous voulez dire un mot sur la forme ou on passe au fond? Allez, la seule question, combien ça a coûté pour produire un torchon pareil? Combien ça a coûté? Alors, le torchon... Mais on n'a pas la réponse à ça, mais ce serait intéressant. Je peux dire un mot sur la forme ou pas? Allez-y, je vous en prie. Je trouve qu'on a fait tout un plat. Excusez-moi. Hein. J'aimerais tellement qu'on fasse ce que vous allez nous proposer de faire, d'évoquer le fond, plutôt que le fait qu'il soit sur le site. Mais quand on voit toutes les déclarations qui ne parlent que du fait qu'il soit sur le site et qui évitent de parler du fond, c'est quand même très symptomatique. Très symptomatique du problème de la société française. Parlons du fond. C'est le fond qui a choqué les gens. Alors le fond, on y va. Est-ce que vous estimez autour de la table que la politique d'intégration de la France a raté ces 20 dernières années? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat d'abord, oui ou non? Non, parce que les mariages mixtes sont là pour prouver que finalement, ça se mélange bien dans ce pays. Alors, il y a évidemment plein de choses à corriger. Il y a encore plein de préjugés. Parce qu'à l'origine, apparemment, ils sont en recul. Les mariages mixtes, apparemment, ils sont. À l'origine de ce rapport, c'est de dire que la politique d'intégration de la France a raté. Il faut penser la chose autrement. Alors, puisqu'on va parler du fond, je vous ai sélectionné au mot près, comme ça on ne va pas déformer, certaines de ces propositions de ce rapport choc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On commence d'abord sur, à l'école, inscrire dans les programmes scolaires l'histoire des mouvements de population, ce qui inclut l'esclavage, la traite négrière, les colonisations et décolonisations, les immigrations, les réfugiés, les migrations liées au printemps arabe et celles des Roms. Changer les programmes scolaires pour y inclure donc l'histoire des mouvements de population, pour ou contre? Complètement contre. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cela. Enfin, c'est ridicule. On est en France, d'accord, on a une histoire, on a des valeurs. Des gens ont choisi de venir vivre dans notre pays, merveilleux, extraordinaire. On les accueille. Ils deviennent français, donc ils épousent, comme toutes les générations qui les ont précédés, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle, très diverse, ils épousent la culture française dans son intégralité. Et on n'essaie pas de faire des espèces de mélanges, parce qu'à force, finalement, c'est une façon un petit peu de s'excuser. Alors, on s'excuse de devoir vous imposer notre langue, notre histoire, etc. etc. Donc, on va vous laisser un petit moment pour pouvoir cultiver votre culture d'origine, ce qui est évidemment un obstacle évident à l'intégration. Donc ça n'a aucun sens. Excusez-moi, je ne comprends pas du tout la c'est du simple bon sens. C'est du simple bon sens. Du bon sens qu'on ne relate pas l'histoire. Sous prétexte qu'elle nous poserait un problème. Attendez, moi je suis français, elle nous pose aucun problème. Mais pourquoi vous voulez apprendre l'histoire de l'Afrique? Vous exprimer. Est-ce que vous pouvez vous détendre? Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire? Moi je suis français. Je suis très fier d'être français. Mais je n'ai aucun problème à porter, je dirais, l'histoire de France avec ses ombres et ses lumières. Aucun problème pour que cette histoire soit relatée à tous nos enfants, quelles que soient leurs origines. Aucun problème pour qu'on ne fasse pas fi des périodes glorieuses, de lumière,
mais aussi des périodes plus sombres. Non, mais il s'agit pas de ça, là. Mais si, on parle d'histoire. Non, il s'agit d'apprendre l'histoire des autres pays. Non, la colonisation, c'est pas les autres pays, Arnaud Dacier. Mais la colonisation, on l'apprend à l'école. Excusez-moi, la colonisation, c'est pas les autres pays. Vous savez qu'on a été un grand empire colonial. Mais vous n'avez pas eu la colonisation, vous, à l'école? On vous a pas appris la colonisation à l'école? Bon, bah alors. Ça vous a pas échappé qu'on en parle de manière très rapide, comme si on en avait honte? Moi, les soirs, je veux la regarder en face, avec ses ombres et ses lumières, et ça ne m'empêche pas d'être heureux et fier d'être français. La colonisation, elle a ses ombres, elle a ses lumières. On fait des tabous dans notre pays. N'oubliez pas les lumières de la colonisation. Il n'y a pas eu que des ombres non plus. Oui, il y a eu des lumières de la colonisation, bien sûr. Mais alors là, je vais vous dire, on a un désaccord profond. Les lumières, parlez-en à ceux qui ont été traités comme des sous-citoyens. Là, on peut parler d'inhumanité. Allons-y, faisons le débat. Mais oui, mais ça vous concerne vachement cette histoire. On le sait. Florian Philippot, d'un mot, parce que je voudrais passer au point 2. Avant qu'on apprenne l'histoire des royaumes africains, des Roms, etc., j'aimerais qu'on réapprenne l'histoire de France déjà. Parce qu'on a supprimé massivement l'histoire de France depuis Sarkozy. Donc Clovis, Louis XIV, Bonaparte, là, Hollande vient de supprimer quasiment le général de Gaulle de l'apprentissage de la classe de 3e. Qu'on remette l'histoire de France, qu'on remette le français aussi, qui est tellement mal appris. Nous, on a proposé 2 heures supplémentaires. Des langues. Deuxième point. Vous parlez des langues. Deuxième point. Moi aussi. Ah non, répondez. Non, allez-y. Non, moi je pense qu'on passe à côté de quelque chose. C'est que certes, il y a un problème de l'enseignement, de l'histoire dans ce pays, parce que l'enseignement, c'est ce qui forme le mieux les citoyens. Et pour le coup, il faudrait plus d'heures d'histoire dans l'enseignement. Mais qu'on apprenne l'histoire de France, c'est apprendre l'histoire de l'Empire français. Et aujourd'hui, la France du XXIe siècle, c'est le fruit de l'Empire français. Et ces Sénégalais, dont on apprend aussi la soirée la France et l'immigration, c'est ceux qui ont combattu en 14-18. Moi, je ne suis pas fier de l'Empire. Ceux qui ont combattu en 14-18. C'est votre affaire. Voilà la conception qu'on a de la République. Il y a une conception colonisatrice et moi émancipatrice. Nous avons besoin effectivement d'apprendre l'histoire de France dans son amplitude. La colonisation. L'histoire de France, elle est glorieuse. La colonisation de France est glorieuse. La colonisation a aussi apporté un bagage d'émancipation. Là, on comprend plus rien. C'est ce que je craignais, c'est que chacun parle. Mais l'histoire de France est glorieuse. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, monsieur Zeribi. Tout n'est pas blanc ou noir. Stop. Deuxième point, valoriser l'enseignement de l'arabe en l'introduisant dans les meilleures écoles et lycées. C'est un point que propose ce rapport et donner la possibilité d'un enseignement dès le collège d'une langue africaine. Que pensez-vous de ça? C'est vraiment laisser les gens et essayer de ramener les gens à leur origine. C'est l'inverse de l'assimilation. Du communautarisme. Il faudrait apprendre le français. C'est du communautarisme. C'est pas un rapport sur l'intégration, c'est un rapport sur la désintégration. Parce qu'il veut être d'accord sur. Arnaud c'est du bon sens, s'il vous plaît. Simple bon sens. Non, les uns après les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arnaud Champremier-Trigano. Évidemment qu'il faut apprendre les langues étrangères. L'arabe, c'est une langue qu'il faut apprendre parce que c'est une langue qui est notre voisine. Donc ça ne me pose pas de problème qu'on propose aux élèves d'apprendre différentes langues. Donc il n'y a pas de repli identitaire. Mais pourquoi il n'y a pas de communautarisme? Pourquoi pas le chinois, le russe? Les langues africaines également. Mais pourquoi pas les langues... Parce que c'est notre histoire. Japonais. Parler tout à l'heure, laissez-moi juste... Parce qu'on a un lien avec l'Afrique. L'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. On a un lien historique. C'est des pays, c'est des gens qui sont venus se battre, mourir en 14-18. Non, ils parlent français. Laissez-moi terminer. Donc il y a effectivement... Défendons la francophonie plutôt, vous voyez, ça serait mieux. Bon, écoutez... C'est difficile, hein? Non, terminez. S'il vous plaît. Non, mais vous faites semblant de croire que vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière ces propositions. Vous êtes soit vous êtes très naïf, soit vous êtes très cynique. Vous qui avez la science infuse tous les deux. Là, c'est l'inverse de la République. Est-ce qu'on peut en débattre sereinement? Pourquoi vous avez les mains moites et la voix qui tremble quand on parle de ces sujets? Soyez sereins. Si vous avez un projet de la République qui est calé, qui est cohérent, qui est apaisant, mais ne coupez pas les gens quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais franchement, mais arrêtez. Monsieur Zeribi, chaque fois qu'on vous parle de ces sujets, ça vous excite. Vous êtes en hystérie. Sur la question du voile, alors la question du voile. La question du voile. Pardonnez-moi, j'ose même pas parce que en revanche sur la question du voile, la question ne se pose pas. La France est une république laïque. Il n'y a pas de signe distinctif religieux dans l'espace scolaire. Donc évidemment, et c'est bien ce qui aujourd'hui cristallise toute la passion. Donc vous dites non, le voile à l'école, vous dites c'est ce point-là, non. Vous êtes d'accord ou pas, Karim Zeribi, avec ça? Sur le voile à l'école, vous répondez sur cette question. Sur les langues, vous êtes quand même conscient que les Français, nous sommes ceux qui maîtrisons le moins de langues dans le monde. Vous êtes conscient quand même. Sur le voile à l'école, sur le voile à l'école, il n'est pas question de revenir sur la loi sur la laïcité pour que des gamines portent le voile ou des gamins ne quittent pas à l'école publique. Néanmoins, je marque, moi, mon désaccord avec... Si, il y a un néanmoins sur les mamans et sur les sorties périscolaires. Non, c'est dit aussi dans le rapport. Ne faites pas comme si ça n'avait pas lieu. Les sorties périscolaires, il y a une directive qui a été indiquée donc, en mars 2010, si mon souvenir est bon,
qui empêche les mamans, parce qu'elles portent un foulard, d'accompagner des gamins en sortie périscolaire. Je trouve que c'est ridicule. On fait là c'est plus la laïcité là. Allez, un mot chacun et c'est terminé. Moi, je dirais simplement pour élever un peu le propos que ce coûteux rapport, il dit le projet réel des élites françaises depuis 30 ans. C'est pas qu'un projet héros, c'est le projet des élites. Je rappelle que Sarkozy avait demandé à Madame Veil, qui a refusé, de réfléchir à l'inscription des communautés dans la Constitution française alors qu'il était président de la République. Ça n'a rien à voir. C'est déjà les prémices. Ça n'a rien à voir avec ces propositions complètement dingues. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'élargissement de l'enseignement et l'apprentissage derrière. Non, mais excusez-moi, le communautarisme n'a rien à voir avec l'apprentissage de différents plans. Allez, Arnaud Dacier, un mot. On essaie de nous emmener sur des problèmes particuliers, des propositions particulières de rapport. L'idéologie de ce rapport, c'est quand même que ce n'est pas aux gens qui viennent en France de faire un effort pour s'adapter et s'intégrer et s'assimiler, je dis le mot s'assimiler, à la culture française. Il est horrible à la France. On demande à la France. S'assimiler, c'est le mot de la République. C'est un très bon nom. On demande à la France et aux Français de faire un effort pour s'adapter aux gens qui viennent en France. C'est ça la philosophie. En gros, c'est oublier d'où vos parents viennent, oublier ce que vous êtes et vous serez de bons Français. Messieurs, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. On peut être très fier des origines de ses parents et très fier d'être français. Bien sûr, mais d'abord incompatible. Une page de pub dans vos esprits. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un petit problème d'intégration frontiste. Il n'y avait pas un petit problème d'intégration en France. Il n'y a pas de problème d'intégration en France. Une page de publicité, on revient. Eux vont continuer à parler, nous on revient après la pub sur un thème un peu moins passionnel. Vos associations. J'ai dit pub. Sur Fnac.com, vos achats sont livrés gratuitement en magasin en 1 heure. Fnac. Les albums de l'année pour un Noël en musique. Nous sommes de sages. Nathalie Dessay. Sous le signe des Gémeaux. Luz Casal. Les plus grands albums, le plus beau Noël. C'est gentil de me déposer. Il faut juste que je passe chez Auchan. Ah bon? 5 minutes. C'est Auchan Drive. Commande passer sur Internet. Goûter bonbon, ça tient. Même prix qu'en magasin. Hyper pas cher. Ça marche bien, hein? Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a inventé, on maîtrise. Vous deux? Non, Auchan. Plaisante. Oui. Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. On ne va pas se mentir, dernière partie. Pour le coup de pouce, on attendra. Le SMIC augmentera de 1,1% au 1er janvier prochain. Le minimum légal et pas plus. C'est une bonne décision du gouvernement, a dit Luc Châtel. C'est une sage décision. C'est une décision toujours difficile à prendre. Et je pense que pour la compétitivité de l'économie française, c'est nécessaire. On voit bien qu'à chaque fois qu'on augmente le salaire minimum, ça mécaniquement détruit de l'emploi. Donc, je pense que c'est sage d'avoir laissé l'augmentation à son expression mathématique. Est-ce que c'est une sage décision de ne pas augmenter le SMIC quand on est un gouvernement socialiste? L'économie, c'est une question de croyance. C'est-à-dire que soit on est libéral et on pense... soit on est libéral et on pense qu'il y a une main... Oh, c'est bon, on peut démarrer la discussion, non ou pas? C'est quand même incroyable ce soir. Enfin, on ne peut pas dérouler une idée, quoi.
Donc soit on est libéral et on pense qu'il y a une main invisible et qu'en allégeant les charges, ça va redémarrer tout seul, soit on pense que, et c'est la relance keynésienne, qu'il faut redonner du pouvoir d'achat pour que ça redémarre. Excusez-moi, monsieur Dacier, je sais que vous êtes libéral et convaincu d'être détenteur d'une vérité mathématique, c'est le propre des libéraux et que nous, on est des vagues utopistes. Nous pensons à gauche depuis plus d'un siècle qu'il y a une relance keynésienne, c'est-à-dire qu'en donnant du pouvoir d'achat aux gens, mécaniquement, ça va débloquer les... Donc il fallait augmenter le coût. Donc évidemment, okay. c'est la croyance et c'est les politiques de gauche social-démocrate depuis toujours. Depuis toujours, appliquées depuis 40 ans avec le résultat qu'on voit. Bon, alors donc, si vous voulez, à un moment donné, on ne peut pas être à la fois favorable à l'immigration et en même temps au SMIC. C'est totalement contradictoire. Pourquoi? Parce que si vous voulez que des gens... en freestyle. Non, parce que si... Allez, on remélange tous les sujets. Mais non, mais vous n'êtes pas cohérent. Parce que on sait qu'il reste pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent et vous sacrifiez les jeunes et les immigrés et vous les condamnez au chômage. Parce que quand vous n'avez pas le niveau, les compétences, l'expérience et le niveau de productivité nécessaire pour être payé au SMIC, vous êtes au chômage. Donc soit vous voulez une société où vous avez un SMIC qui augmente régulièrement et où vous avez des stagiaires et les jeunes font des stages pendant 3 ans. Donc c'est une décision sage. Vous ne connaissez pas Keynes. Non mais Keynes, d'abord Keynes, vous l'avez déformé premièrement. La relance keynésienne, elle existe. Deuxièmement, ça fait 30 ans qu'on essaie cette technique. Et les politiques libérales, elles marchent bien. Et c'est la catastrophe. Ça cartonne. 30 secondes chacun. Karim Zeribi. L'Angleterre au démarre. Florian Philippot sur le SMIC. Effrayé par cette obsession. On parle du SMIC, il nous ramène le terrain de l'immigration. Calmez-vous, ça devient grave. Non mais attendez, quand on parle du SMIC, on peut pas prononcer quand on parle du SMIC, vous vous rendez compte que je souligne votre 3 incohérence. millions de salariés français. Vous les condamnez au chômage. Moi je vais vous dire sur le SMIC, je vais faire une proposition concrète, contrairement à SMIC aidé. Pardon ? Un SMIC aidé. Moi je veux un SMIC aidé. Il y a des PME aujourd'hui qui voudraient augmenter leur SMICard et qui ne peuvent pas sous le trop de charges. Il faut baisser les charges. Mais le conditionner par une obligation, c'est la baisse qu'on opère, il faut la donner aux salariés. Florian Philippot en 30 secondes parce que l'émission est terminée. Si vous voulez faire les coups de cœur, vous trouvez l'argent. Ça, c'est pas l'immigration. Où est-ce que vous trouvez l'argent? La seule manière d'augmenter le SMIC et les salaires, excusez-moi, mais on peut parler où? Non, on ne peut pas parler, manifestement. S'il vous plaît, stop. Florian Philippot. La seule manière d'augmenter les salaires et le SMIC, donc, c'est de recréer de la croissance. Ça, personne ne le dit, mais ça fait 10 ans qu'on a 0% de croissance. En ce moment, on gère la pénurie. On change de politique parce que les gouvernements que vous soutenez, ils ont mis une politique catastrophique en place. Le libre-échange total, l'euro qui nous plombe vers le bas. Parce que, vous savez, pour l'instant, le SMIC, il est à 0, il n'augmente plus. Mais en Grèce, il a déjà baissé de 50%. En Espagne, il a déjà baissé de 30%. Et ça, c'est l'avenir qu'on réserve aux Français si on continue avec cette politique européenne. On monte les frontières. Si on continue avec l'ouverture totale des frontières et avec un projet politique. Si vous m'avez demandé, vous voulez absolument faire vos coups. Vous voulez absolument faire. Vous voulez absolument faire vos coups de cœur. Vous m'avez demandé de faire vos coups de cœur, vous y tenez. Donc maintenant, c'est 10 secondes chacun, le coup de cœur ou le coup de gueule, et les autres ne parlent pas. Arnaud Champremier-Triguen. Un coup de cœur pour un film qui sort mercredi, c'est 17 ans. Et voilà, c'est une comédie. Et pour le coup, j'étais amené à la voir. Et vraiment, ça fait du bien en ce moment. Elle est à la fois pour un jeune, 17 ans. Presque 17 ans. Et toujours 17 ans. Et voilà, et elle est fine, et il y a une vraie critique sociale derrière, ça vaut le coup de le voir. C'est un bon moment, on en a vraiment besoin, surtout après ce débat ce soir. Oui, merci. Un coup de gueule contre le président du CRIF, Kuckerman, qui nous parle encore du Qatar, qui viendrait faire une OPA sur la France. Le Qatar, c'est 10% d'investissement à l'étranger en France, c'est 27% chez les Anglais. Ils sont moins bêtes que nous. Ils ne se posent pas autant de questions, ils ne s'effraient pas tout seuls avec des sujets Qatar, immigration. Kuckerman qui avait dit en 2002 que Le Pen... ce soir, mais on n'a plus le temps. Qui avait dit en 2002 que Le Pen, ça faisait du bien. Ça allait tenir tranquille les Arabes de banlieue. Voilà. Moi, j'ai simplement une chose. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Il y a des élections essentielles l'an prochain, municipales et européennes. Il faut que tout le monde y aille parce que le gouvernement ne fait pas le boulot, ne fait pas de campagne officielle, ce qui est d'ailleurs assez scandaleux. Alors je le fais à sa place. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez-y, jeunes des quartiers, allez-y, parce que sinon le Front National va s'occuper de vous. Votez Front National, jeunes. Allez-y. Un coup de gueule contre l'article 14 de la loi de programmation militaire qui a été voté dans l'indifférence générale et qui en gros installe tranquillement dans ce pays une dictature numérique pire que Prism et pire que le Patriot Act américain. Merci messieurs, même si je ne devrais pas vous remercier ce soir parce que vous avez été très très dissipés ce soir, c'était assez incompréhensible. Je vous dis dans 15 jours, c'est la même table qu'on retrouve dans 15 jours. Merci. Kelsey jusqu'à minuit sur Icali. Très bonne soirée.